Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Merci de nous rejoindre sur Métropole et surtout, bienvenue à la rubrique Le Point de la radio et de la télé. Ce matin, nous allons parler politique et pour en parler, bien évidemment, nous accueillons en studio le docteur Sauveur Pierre-Etienne, coordonnateur général de l'OPL, l'Organisation du Peuple en Lutte. Sauveur Pierre-Etienne, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour Jean-Jalaine, bonjour aux auditeurs de Radio Métropole. Un sujet d'actualité, c'est les vacances parlementaires qui ont débuté hier lundi. On s'achemine donc vers la fin de la 49e législature. En votre qualité d'homme politique, de chef de parti, quel regard avez-vous porté sur cette législature et quel bilan surtout en tirez-vous? Bon, la 49e législature est à l'image de notre système politique. Nous n'avons pas pu institutionnaliser notre système politique. On l'a vu, un président qui arrive au pouvoir avec 2 députés élus sous la bannière de son parti et qui arrive à dégager une majorité au niveau de la Chambre des députés. Et naturellement, le système politique n'étant pas institutionnalisé, la plateforme politique qui aurait dû constituer l'opposition ou bien qui aurait dû constituer le gouvernement, la plateforme Unité a tout simplement implosé. Et à partir de ce moment, c'était la débandade. Et la 49e législature a été, si je peux me permettre de m'exprimer en ce sens, un fiasco. Un fiasco. Depuis la chute de la dictature des Duvalier, on prétend que cette législature eh bien, est en quelque sorte la législature, je dirais, la plus dysfonctionnelle, véritable chambre d'enregistrement, caisse de résonance, etc. Et à partir de ce moment, on peut comprendre que le pays vit une situation de crise larvée, affrontement entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et même si on peut toujours énoncer le principe élémentaire de la séparation des pouvoirs, ce principe n'exclut nullement le fonctionnement harmonieux, le développement de rapports harmonieux entre les grands pouvoirs de l'État. Donc c'est un échec total, pas seulement sur le plan législatif, en termes de vote de loi, etc., de ratification de traités, d'accords, mais on peut dire que en grande partie, les mandataires, dans leur ensemble, ont échoué. Alors, pour rester dans le même sujet et sans essayer de faire le procès des parlementaires, de nos parlementaires, quelle chambre, la chambre basse, la chambre haute, le Sénat de la République, a été le plus fonctionnel? Est-ce que les sénateurs étaient meilleurs par rapport aux députés? Parce que souvent, ils font, les parlementaires, la différence entre ces 2 chambres comme 2 institutions à part entière. Quelle chambre a été à la hauteur de sa mission? Il s'agit d'un parlement bicaméral. Donc, quand nous parlons de l'institution parlementaire, on ne peut pas voir la Chambre des députés d'un côté et le Sénat de l'autre. C'est le Parlement. Et si la Chambre des députés s'est révélée une chambre d'enregistrement, une véritable caisse de résonance, on peut toujours reprocher aux députés de la 49e législature leur servilité. Et au niveau du Sénat, ça a été la fronde. Partie de bras de fer entre le pouvoir exécutif et le Sénat. Donc le Parlement s'est révélé paralysé, dysfonctionnel. Donc ça n'a pas servi en quelque sorte à l'intérêt général, collectif, national. Rapidement, on aborde un autre sujet. Depuis la signature de l'accord d'El Rancho, on sent que on a l'impression, dirait-on, que l'OPL a effectué un virage, dans la mesure où aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'aile dure de l'opposition, on ne compte presque plus
l'OPL pour compter, bien évidemment, Fanny Lavalas, Mopod, Contra Pepla, etc., etc. Qu'est-ce qui explique ce virage de la part de l'OPL? Bon, est-ce qu'on peut parler effectivement de virage? L'OPL a toujours été et reste et demeure un parti politique moderne, démocratique, populaire, un parti de centre-gauche, membre de l'Internationale socialiste et du Forum de São Paulo. C'est un parti parfaitement décentralisé et hautement institutionnalisé. Donc, c'est un parti de gouvernement, un parti à vocation de pouvoir. Même si nous sommes dans l'opposition, nous travaillons de manière à pouvoir conquérir et accéder au pouvoir par la voie des urnes. Donc, c'est un parti électoraliste. C'est ce qu'on appelle en anglais un catch-all parties. Donc, c'est un parti électoraliste qui cherche à ratisser large. Et pour ratisser large, c'est-à-dire obtenir des votes au niveau de toutes les catégories sociales, eh bien, il faut rassurer. Il faut rassurer le discours de l'OPL, invitant les gens à la sagesse politique. Sortir de l'extrémisme en quelque sorte. L'extrémisme ne paie pas. C'est-à-dire un parti extrémiste, d'extrême gauche ou d'extrême droite, eh bien c'est un parti qui ne pourra accéder au pouvoir que par la violence. Donc s'il faut mobiliser les électeurs dans toutes les couches sociales, eh bien à partir de ce moment, il faut avoir un discours qui rassure. Et on a su construire ce discours qui rassure tout le monde. Le président Michel Martelly avait déploré tout récemment l'absence de leadership qu'il y a au sein de l'opposition politique. Et là, j'ai en tête un modèle vénézuélien, par exemple, avec Enrique Capriles, qu'on sent comme un vrai meneur de l'opposition, si on peut s'exprimer ainsi. Qu'est-ce qui explique cette absence de leadership au sein de l'opposition que le président déplore lui-même? C'est tout simplement la non-institutionnalisation du système politique. Et on peut parler du système de parti tout court. Donc, il n'existe pas un bipartisme classique et un pluralisme politique non segmentarisé, non pulvérisé. Et le problème, c'est que le président Martelly est un outsider. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un qui vient d'un parti politique. Et la candidate qui était en face du président, Mme Maninga, eh bien, son parti ne dispose au Parlement et ne dispose même pas d'un représentant au sein du Parlement. Donc, c'est la non-institutionnalisation du système de parti qui explique cela. D'ailleurs, l'accession du président Martelly au timon des affaires de l'État dans les conditions que l'on sait représente ce qu'on pourrait appeler en langage haïtien un goudou-goudou politique, un tremblement de terre politique qui a entraîné en quelque sorte l'implosion de certaines plateformes politiques, la disparition ou l'entrée en hibernation de certains partis politiques et qui n'exclut pas l'éclosion, l'apparition de nombreuses entités politiques. Donc, l'accession du président Martelly à la présidence a provoqué la reconfiguration du système politique, de l'échiquier politique, du panorama politique. Donc, l'OPL a compris l'évolution de cette situation et l'OPL s'est repositionné et a décidé de travailler en conséquence. Et c'est pourquoi nous avons organisé notre 5e congrès national en moins de 23 ans et on a pu continuer à renouveler périodiquement notre personnel politique, ce qu'on n'arrive pas à faire sur le plan national. Et c'est pourquoi l'OPL a décidé de travailler à l'avènement de la modernité politique occidentale en Haïti. Alors, vous présentez le président Michel Martelly comme un outsider, mais avec le temps, on a l'impression que par ses actes, par ses actions politiques, le chef de l'État est devenu tout carrément un politicien, que ce soit par les consensus
qu'il a fait lui-même, l'exécutif a fait, et même les dissensus, là où il ne faut pas accepter telle ou telle chose, là où il faut accepter telle chose, c'est le consensus. On sent que le président est devenu politicien maintenant. Oui, il n'était pas du sérail, donc cela lui a pris beaucoup de temps, 3 ans, dans le cadre d'un quinquennat. Donc 3 ans, c'est beaucoup de temps parce que au niveau de la 4e année, donc les gens autour du président vont essayer de s'enrichir, etc. Et quand on atteint la 5e année, les gens vont se battre pour occuper le fauteuil présidentiel. Le président a pratiquement raté son quinquennat. Maintenant, il doit travailler de manière à projeter une image d'homme d'État. Donc, il n'a pas su habiter dès le départ la fonction et face aux critiques, tant sur le plan national qu'international. Et il a accumulé une certaine expérience et c'est le moment pour lui de se comporter en homme d'État. C'est ce qu'il essaie de faire, sous pression ou non, mais on sent qu'il y a une certaine évolution dans le sens positif du terme, en ce sens que le président a compris que la démocratie ne peut pas fonctionner en dehors d'un cadre étatique, en dehors d'un cadre institutionnel. Et le bras de fer qui a opposé la présidence au Parlement a permis au chef de l'État de comprendre qu'il ne peut pas gouverner tout seul. Il doit gouverner avec tout le monde, avec les autres institutions. Et il a même reconnu que l'opposition, dans le cadre d'un régime démocratique, a un rôle majeur à jouer dans le fonctionnement des institutions républicaines. Une dernière question pour refermer la première partie de l'émission et j'aimerais que vous soyez bref comme vous l'êtes d'ailleurs. On sent que l'opposition, c'est l'impression qu'on a tout au moins, ne propose presque rien. Par exemple, le gouvernement a fait dépôt d'un budget au Parlement. Et si l'on prend en exemple ce qui se passe en France, l'opposant farouche à François Hollande, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, son rival à la présidentielle, avait proposé lui-même un contre-budget. Et si on doit parler de l'éducation en Haïti, comme un autre exemple pour essayer de prouver que l'opposition ne propose rien, il y a les 12 mesures annoncées par le ministère de l'Éducation nationale et on ne voit pas une opposition qui dit voilà les failles qu'il y a dans ces 12 mesures. Donc il n'y a pas de contre-proposition de la part de l'opposition. Est-ce qu'on peut parler véritablement d'opposition politique en Haïti, d'opposition forte? Et dans ce cas, est-ce qu'on pourrait parler de gouvernement, de pouvoir d'État en Haïti? Il ne faut pas oublier que nous vivons depuis belle lurette la crise de l'État. Un État fragile, défaillant, qui s'est effondré en 2 occasions en l'espace de 10 ans, 1994-2004. Et cette crise de l'État, on la vit sur fond de crise sociétale. Ce n'est pas seulement l'État qui s'est effondré, c'est le lien social qui s'est effondré. Absence de modèles, de repères, de normes, etc. Dysfonctionnement des institutions étatiques. Et il faut dire que depuis un certain temps, on n'a fait que reconduire le budget de la République. Il n'y a pas eu vote de budget au niveau du Parlement. Donc, si les institutions de l'État qui disposent de moyens énormes, etc., ne fonctionnent pas, donc le pouvoir d'État est à l'image du pays. Il en est de même de l'opposition. Nous autres de l'OPL... Elle est défaillante également. Ah oui, nous autres de l'OPL, ce que nous essayons de faire, d'ailleurs, le niveau des débats, l'agenda, etc., les thèmes de l'agenda, et les gens, comme dans un pays, quand la culture générale, le niveau de culture générale est très bas, le niveau de culture politique est encore plus bas. Et le problème, c'est quoi? C'est que les gens se battent pour rien. On essaie au sein de l'OPL de demander aux gens, et à ceux qui sont au pouvoir et à ceux qui sont dans l'opposition, c'est-à-dire à la classe politique, d'essayer de s'asseoir autour d'une table, de dialoguer, de discuter, de négocier, de trouver un compromis, de dégager un consensus, et afin de pouvoir travailler ensemble en vue de
récupérer notre dignité, de recouvrer notre souveraineté, de pouvoir travailler à la refondation de l'État-nation. Et vous pouvez comprendre, voilà ce qui va se passer dans quelques mois. Ça va être l'année 2015. 2015-1915. Hein? Ça va faire exactement un siècle depuis l'intervention des troupes américaines en Haïti. Mais personne n'y pense. Alors qu'on va commémorer le centenaire de l'intervention, remémorer le centenaire de l'intervention des troupes américaines. Mais personne n'y pense. Donc, les gens se battent pour une question de pouvoir, qui va contrôler le conseil électoral, comment est-ce qu'on va pouvoir organiser un hold-up électoral. Et on a organisé le dialogue d'El Rancho. Tout le monde était là, une grande partie de la classe politique. Mais quelques 6 partis avaient refusé d'y prendre part. Et maintenant, ce sont ces partis, en catimini, etc., qui essaient de négocier, je ne sais quoi, en sous-main, etc., avec le chef de l'État. Or, la situation dans laquelle se trouve notre pays exige un vrai dialogue. Pas sur une simple question de partage de pouvoir. Et c'est pourquoi l'OPL n'avait pas accepté d'intégrer le gouvernement d'ouverture. Tout à fait. On va parler de ce vrai dialogue parce que le Conseil épiscopal de médiation a fait sortir une note là-dessus pour dire que après le dialogue d'El Rancho, le pays n'a pas pris la direction souhaitée, mais ce sera après la pause. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, le docteur Sauveur Pierre-Etienne. Restez branchés sur Métropole. À tout de suite. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Syria, en gros en détail, Etia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en gros en détail, Titoni, en gros en détail, en gros en détail, et puis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix, depuis ces cailles Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs, à Radio et Télémétropole, à l'heure de la rubrique Le Point. Sauveur Pierre-Etienne, avant la pause, vous parliez de
vrai dialogue. Et pas plus tard que la semaine dernière, le Conseil épiscopal de médiation, le Conseil épiscopal d'Haïti, la conférence épiscopale d'Haïti a fait sortir une note dans laquelle il est dit que 6 mois après la signature de l'accord d'El Rancho, le pays n'a pas pris la direction souhaitée. Est-ce que c'est le même sentiment que vous avez? Oui, c'est le même sentiment parce que nous n'arrivons pas à hiérarchiser les intérêts. Et qu'est-ce qui nous diffère des autres pays? Et qu'est-ce qui diffère les élites politiques haïtiennes des élites politiques des pays de la région? Eh bien, dans tous les pays, d'une manière générale, dans de nombreux pays, eh bien, on hiérarchise les intérêts. On met au premier plan l'intérêt collectif, l'intérêt national, l'intérêt général. Ensuite viennent les intérêts partisans. Et en dernier lieu, ce que j'appellerais les intérêts mesquins, intérêts particuliers, personnels, privés. Et en Haïti, nous avons tendance à privilégier nos propres intérêts au détriment de notre organisation, de notre parti politique et au détriment de l'intérêt collectif, de l'intérêt national. Et cette direction souhaitée, quelle est-elle? Bon, en tant que partie prenante du dialogue d'El Rancho, quelle a été cette direction souhaitée? Faire les élections, réaliser les élections tout simplement, ou il y avait autre point au menu? Non, ce n'est pas une simple question d'organisation d'élections. Il y a crise. Il y a crise, c'est qu'il y a un système, un vieux système, un moribond, mais qui refuse de mourir. Et le nouveau système, eh bien, qui doit le remplacer et ne peut pas naître, à partir de ce moment, il y a crise. Et les forces en présence, et quand on observe le pouvoir, les partis de l'opposition, eh bien, le rapport de force n'est favorable à aucun des camps qui s'affrontent. Et à partir de ce moment, et si les acteurs politiques sont rationnels, ils doivent négocier. Ils doivent trouver un compromis, un accord. C'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre des assises qui ont débouché sur l'accord d'El Rancho. Malheureusement, la plupart des signataires de l'accord, des partis signataires de l'accord n'ont pas respecté leurs engagements, n'ont pas honoré leurs engagements à temps. Donc, à partir de ce moment, le pays fait face à une situation de crise larvée. Donc, les acteurs ne sont pas rationnels, ou le type de rationalité qu'ils développent et qu'ils pratiquent va à l'encontre des intérêts supérieurs de la nation. Et c'est pourquoi nous autres de l'OPL, nous avons laissé entendre très clairement que les pratiques politiques, la culture politique consistant à placer les intérêts particuliers, les intérêts partisans au-dessus des intérêts nationaux, eh bien, il faut changer ces pratiques. À partir de ce moment, nous avons proposé la troisième voie. La troisième voie qui est la voie de la sagesse politique, la voie de la raison, la voie devant faciliter l'émergence d'une société moderne, reposant sur la science, l'éducation, la culture, et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, le problème, c'est quoi? On ne dispose pas de véritables partis politiques, et les partis politiques ne sont pas nécessairement des partis politiques démocratiques. Et quand on prend certains secteurs de l'opposition qui critiquent l'équipe au pouvoir, comme on a toujours critiqué le régime des Duvalier, et la présidence de Jean-Bertrand Aristide ou de René Préval, on critique encore la présidence de Martelly, mais qu'est-ce qu'on propose? Il n'y a pas de proposition. Il y a 2, 3 partis politiques qui ont un programme. L'OPL vient d'élaborer et de soumettre son programme aux Haïtiennes et aux Haïtiens tant de l'intérieur que de la diaspora, un programme et stratégie de refondation de l'État-nation. Mais les gens s'amusent à mobiliser les masses populaires, etc., et à lancer des pierres, à utiliser des pneus enflammés, des trucs de ce genre. On parle de mobilisation, mais qu'est-ce qu'on propose pour prouver aux paysannes, aux paysans, pour prouver aux masses rurales, aux masses urbaines, pour prouver aux jeunes, aux femmes, aux socioprofessionnels des classes moyennes et au secteur privé des affaires qu'on dispose
d'un programme capable de contribuer à mettre en branle une dynamique de développement économique et social, une dynamique de modernisation politique, économique et sociale, permettant de créer de la richesse et de pouvoir répartir les fruits de cette richesse à travers une réforme fiscale. Eh bien, non, les gens refusent de travailler, de penser l'État, de penser la nation, de penser le développement économique et social. Donc, c'est une question de mobilisation. C'est le toi que je m'y mette. C'est ça le drame du pays. Tout à fait. Pas d'élection depuis 3 ans dans le pays et il est facile aujourd'hui de responsabiliser le président de la République. Il est de bon ton, d'ailleurs, d'une manière constitutionnelle. Au niveau de l'opposition encore, l'opposition elle-même, où a-t-elle péché dans le fait qu'il n'y a pas eu d'élection dans le pays pendant 3 ans? Non, le drame de l'opposition, c'est le fossé qui existe entre le dire et le faire. Quand on reproche au président Martelly de ne pas avoir pu ou su réaliser des élections à temps, mais ce reproche peut être adressé à la Valasse, à l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, à l'ancien président René Préval, au président Martelly. Mais au niveau des partis politiques, qu'est-ce qu'on constate? Ce sont des partis démocratiques? Est-ce que ce sont des partis qui renouvellent périodiquement leur personnel politique? L'ancien président Jean-Bertrand Aristide, qui est admirable en ce sens, il a laissé entendre très clairement qu'il est le chef, le leader à vie de son parti. Mais les autres ne le disent pas. Mais ils ont 20 ans, 30 ans à la tête de leur parti. Ce sont des hommes ou des femmes partis, des trucs de ce genre, ou bien ils sont propriétaires de leur parti. Mais si on n'arrive pas à faire fonctionner un parti politique, une organisation politique de manière démocratique, quand on arrive au pouvoir, on va démocratiser le système politique? Cela m'étonnerait en tant que politologue. Donc nous autres, l'EOPL, ce que nous essayons de faire, c'est de renouveler périodiquement le personnel politique, notre personnel politique. On vient d'organiser notre 5e congrès national, 5 congrès nationaux en 23 ans. Comment est-ce qu'on désigne les candidats au niveau des CASEC, des ASEC, au niveau des collectivités territoriales, au niveau législatif? Comment est-ce qu'on désigne, par quel processus est-ce qu'on arrive à désigner les candidats à la présidence au sein de nos partis politiques? Donc si nous ne disposons pas de véritables partis politiques démocratiques qui fonctionnent de manière démocratique, est-ce que c'est en arrivant au pouvoir et qu'on va apprendre ce que c'est que la démocratie, comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on utilise les mécanismes institutionnels, etc. Non. Et c'est ça le drame de notre pays. On exige que l'équipe au pouvoir fonctionne de manière démocratique, mais au sein de nos organisations politiques, de nos partis politiques, nous sommes des autocrates. Il nous reste 2 questions avant de mettre un terme à l'émission Sauveur Pierre-Étienne. L'opposition, aujourd'hui, alors il ne faut pas voir seulement l'opposition, mais il y a une question que j'avais posée à un homme politique. Très souvent, encore chaque jour, à travers les médias, vous dites, sénateurs, députés, des gens de l'exécutif, des membres de l'exécutif, que si les élections n'étaient pas réalisées cette année, le pays sombrerait dans le chaos. Quelle forme prendrait ce chaos lorsqu'on sait que ce n'est pas la première année qu'on va passer sans élections? Si toutefois les élections n'ont pas lieu, c'est l'incertitude quand même. Oui, parce que si on n'arrive Quelle forme de chaos? Si on n'arrive pas à organiser le premier tour des élections à la fin de l'année 2014, le 2e lundi de janvier 2015, plus précisément le 12 janvier 2015, on va déboucher sur un vide institutionnel total. Parce que le mandat de la 49e législature arrive à terme le 12 janvier 2015 et celui de 10 sénateurs également. Et à partir de ce moment, quand nous parlons de vide institutionnel, nous savons tous que la démocratie n'a rien à voir avec les individus. Elle relève du jeu institutionnel. Et quand les institutions sont défaillantes, dysfonctionnelles, ou n'existent plus, parce qu'on va parler de vide institutionnel, donc avec ce vide institutionnel, ça va être un saut dans l'inconnu. Et un saut dans l'inconnu peut facilement se transformer
en un saut dans la barbarie. Hein, l'opposition qui mobilise des gens pour bloquer la nationale numéro 1, la nationale numéro 2 ou numéro 3, etc. Lancement de pierres, de jets de pierres, nœuds enflammés, etc. Et le pouvoir qui essaie de réagir, et à partir de ce moment, c'est le chaos. C'est le chaos, et on pourrait décider de dialoguer et de jouer un jeu win-win, gagnant-gagnant. Mais si on débouche sur une situation chaotique, on va faire le jeu de la communauté internationale qui va renforcer son emprise sur le pays, sur le système politique. Si le président Martelly gagne, et c'est de diriger par décret, ça va être une victoire à la Pyrrhus. Finalement, les décrets que le président va utiliser pour gouverner, ces décrets vont être dictés par la communauté internationale. Et si c'est l'opposition qui arrive à renverser le président Martelly, bon, dans le rare cas qu'on a vu un tel cas de figure, dans le cas de Congo avec Patrice Lumumba, ce sont les forces d'occupation qui avaient renversé le Premier ministre Lumumba. Et si l'opposition doit renverser le président Martelly, l'opposition doit compter avec les forces étrangères et l'opposition, arrivée au pouvoir dans ces conditions, eh bien, deviendra tout simplement une marionnette entre les mains des forces internationales. Donc, on ne peut pas jouer ce jeu parce que 1915-2015, ça va faire exactement 100 ans, hein, et depuis l'intervention des troupes américaines, c'est le moment, c'est plus que jamais le moment pour nous autres Haïtiennes et Haïtiens, tant de l'intérieur que de la diaspora, de nous ressaisir et de dire si effectivement nous sommes les filles et les fils de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, d'Alexandre Pétion et d'Henri Christophe, c'est le moment, hein, plus que jamais, de nous asseoir autour d'une table et pour dire, en dépit de tout ce qui nous divise, et que nous devons reconnaître que ce qui nous unit, notre pays, l'avenir de notre pays, est encore plus fort que ce qui nous divise. Une dernière question qui nécessite un oui ou un non. Y aura-t-il des élections cette année? C'est très difficile pour un politologue de répondre par oui ou par non parce que l'organisation des élections dépend de la volonté politique des acteurs en présence. Ces acteurs-là, eh bien, ce sont ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition qui doivent trouver un accord politique pour la réalisation des dites élections. Et il ne faut pas oublier qu'il existe deux acteurs majeurs également. C'est le peuple haïtien. C'est surtout le peuple, les citoyennes et les citoyens, et c'est le peuple qui décidera de ce qui va se passer dans les prochains mois. Et il y a un autre acteur majeur également, c'est la communauté internationale qui dispose de troupes sur notre sol, et c'est ce qui devait nous porter à réfléchir. Tant ceux qui sont au pouvoir et que ceux qui sont dans l'opposition, parce qu'une situation chaotique, ce que j'appellerais un tsunami politique dévastateur, ne ferait l'affaire d'aucune des forces en présence, sinon celle de la communauté internationale. Merci, Sauveur Pierre-Etienne. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité ce matin, c'était le docteur Sauveur Pierre-Etienne de l'OPL, l'Organisation du Peuple en Lutte. Merci, encore une fois. Bien à vous, à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.